Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on parle de l'actualité du Paris Saint-Germain. On débriefe également les matchs et on se projette sur les échéances à venir du club. Au programme aujourd'hui, on va faire un premier bilan sur le début de saison du Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est la trêve internationale. On va pouvoir analyser les évolutions du jeu de Luis Enrique, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques évolutions. On se demandera aussi, est-ce que la Ligue 1 est trop faible pour le Paris Saint-Germain? Et est-ce qu'il y aura une vraie bataille pour le titre? Et qui dit trêve internationale dit focus. Donc on va également faire un focus sur trois joueurs du Paris Saint-Germain. Le premier, ce sera Nuno Mendes, qui marche sur l'eau en ce moment. Ensuite, on parlera de Bradley Barcola, qui est en difficulté alors qu'il aurait pu avoir sa place de titulaire attitré. Et on terminera par la recrue estivale, Lucas Chevalier, avec des débuts assez timorés. Pour m'accompagner aujourd'hui, donc un plateau d'exception. Je suis déjà accompagné du El Presidente de l'association du PSG Club Montréal, Loïc. Comment ça va, Loïc? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'inviter sur le podcast. C'est un grand plaisir. Avec grand plaisir, Loïc. Notre second intervenant, c'est le capot remplaçant, on va dire. Yanis. Salut. Ça va, la toute première. Je suis très content d'être là. Ouais. Ah, la trêve est enfin finie, j'en avais marre, c'est bon. Fini le déchambol, on va s'amuser un peu maintenant. Exactement, que des nouveaux là aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des petites surprises. Et puis, le dernier, c'est notre régisseur favori, Flo. Comment ça va, Flo? Salut Eddy, salut tout le monde. Ça va bien? Ouais. Ça va, vous avez passé un week-end, les gars? Moi, calme. La jungle, bah oui, c'est vrai. Ah, non, moi c'était Battlefield plutôt. Battlefield. Alors je tiens à signaler, Supra améliore un peu ton shoot. Ok, moi c'est vrai, j'ai fait une dégustation de rhum. Et Thibaut. C'était très très intéressant aussi. Donc, avant de commencer ce podcast. Petite cuitasse, non? Ah ouais, j'ai eu mal aux cheveux. Bah, la dégustation a duré 2 verres, après je sentais plus rien. Après je sentais plus rien. Ça, il est bon celui-là, il y a plus épicé. J'ai fini à 3h du matin, j'avais mal à la tête. Un week-end très productif. Hein. Encore. Avant de commencer ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du PSG Club Montréal et aux divers réseaux sociaux, c'est important pour nous. Ça nous permettra de vous proposer un meilleur contenu. Voilà, on va commencer, donc on va faire un petit bilan de ce début de saison. Je vais commencer les gars par vous demander vos tops et vos flops, un joueur de chaque catégorie dans ce début de saison. J'ai pas un joueur en particulier qui ressort. Il y a beaucoup de turnover forcément qui a eu lieu avec toutes ces blessures et tout ça. Donc j'aurais envie de mettre en avant le collectif et particulièrement les Titi qui ont été appelés pour la première fois en aussi grand nombre. Et puis si on devait en ressortir un forcément dans ce lot-là, c'est Mayoulou a tenu la baraque, mais il avait plus d'expérience que les autres. Mais voilà, de manière générale, c'est pour moi les Titi qui, surtout contre Barcelone, quand ils ont été appelés, ont répondu présent. Ouais, une prestation historique hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on ne l'a pas assez souligné, mais aller s'imposer à Barcelone, qui est censée être la meilleure équipe d'Europe, avec une équipe qui a été complètement remaniée, avec des joueurs qui viennent du centre de formation, c'était quand même assez ouf. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir. En plus, Luis Enrique, il arrive bien à les intégrer. Donc, ouais, c'est ça. C'est une belle promesse pour l'avenir. Ouais. Cependant, c'est vrai qu'on est content de la forme des Titi, surtout après le match de Barcelone, mais le match face à Marseille, il y a quand même eu certaines inquiétudes avec les Titi. Ouais, c'est vrai, mais on sent vraiment que ce PSG, après on viendra sur ton flop, mais on sent vraiment que ce PSG appuie sur un bouton cette année. Avec des champions, exactement. Vraiment, on l'a vu avec l'Atalanta, ils haussent le niveau. Contre Marseille, ils sont arrivés un peu en pantoufle, quoi. On avait un Après Marseille aussi, c'est un peu le contexte qui a été particulier, le match reporté. Je pense que si on le joue le dimanche, oui, et puis le jour du même match, du Ballon d'Or aussi. C'est ça. Tout le monde recevait il y a beaucoup de joueurs concernés qui pouvaient recevoir des trophées. Le coach, l'aller-retour dans la journée, Mbaye qui passait le bac le matin. C'est vrai, j'avais oublié. Donc en soi, ça excuse pas tout sur le match de Marseille, mais ça explique aussi que peut-être que tout le monde n'était pas dans les meilleures conditions non plus. Je suis d'accord, on voit que surtout pour les petits quoi. Ouais, un PSG à 2 vitesses, mais on va en reparler. Et ton flop du coup du début de saison, Loïc? Là aussi, difficile de sortir un joueur en particulier. Je pense que le premier qui va venir dans la tête de tout le monde, c'est Warren en ce moment, parce qu'il a eu l'opportunité, avec les nombreux blessés, surtout au milieu de terrain, de pouvoir jouer. Mais bon, je ne veux pas lui jeter la pierre non plus. Pour moi, si j'avais un flop, ça serait un peu peut-être l'état d'esprit
pour vraiment sortir quelque chose là contre Marseille justement et contre Lille. Contre Lille, oui. Où on a un peu, voilà, on a levé le pied. C'est difficile en même temps de leur jeter la pierre parce que vu le contexte, vu le peu de préparation, vu l'enchaînement des matchs, et puis on en viendra avec le débat sur la Ligue 1, mais aussi, voilà, c'est pas non plus les adversaires qui nous motivent à sortir la meilleure performance chaque week-end. Donc voilà, ça serait un peu. Tu vois, moi je mettrais Marseille et Lille. Je pense que c'est deux contextes qui sont complètement, enfin pas complètement différents, mais différents parce que Lille, il y avait vraiment une équipe qui était vraiment complètement remaniée, même le schéma de jeu. Oui. C'était plus un 4-3-3, enfin c'était complètement un test global. Et même malgré ça, on arrive à s'en sortir avec un match nul. On mène au score. Lille n'a pas du tout été inquiétant. Je me suis même demandé, si Lille ne fait pas quelque chose maintenant, quand est-ce qu'ils vont le faire, quoi? Parce que C'est juste que c'est la supériorité du PSG, mais mentalement, qui fait que les clubs en face, en fait, ils se mettent une barrière. Je pense un peu comme je pense que Paris, je pense qu'on s'est mis les mêmes barrières en Ligue des Champions à l'époque, peut-être face à certains adversaires. peut-être, ouais, effectivement. Et je trouve que Lille, ils font le. Je pense qu'ils ont été perturbés par la composition de Luis Enrique. Ils se sont dit, ils sont dit, on fait pas face à l'équipe qu'on aurait dû faire face. Et du coup, ils ont perdu le fil de leur propre match parce que je pense que en étant sérieux, ils auraient pu nous faire plus mal. La place, franchement, techniquement, c'était une catastrophe du côté du Paris Saint-Germain. Oui, on va parler de Warren. Beaucoup de déchets techniques. Après, Warren, j'ai pas on parlait des tops et des flops, mais Vas-y, je t'en prie, donne-moi son flop. forcément Warren, mais je m'y attendais un peu, je vais pas te cacher, avec les performances qu'il y a eu récemment, mais surtout moi, le plus gros flop que je mettrais, ce serait quand même Barcola. Barcola, je m'attendais beaucoup plus de lui, surtout avec les absences. On va en reparler après, mais je pensais que ça allait être un pilier justement qui allait se montrer, et au final, beaucoup de déceptions, beaucoup de déchets dans les 20 derniers mètres. Bon, après, je sais qu'on va en reparler par la suite, mais au niveau de ce que j'attendais de Barcola, en mode leader en absence des autres, il y a eu des manquements là-dessus. Warren Zaïre-Emery, forcément, son match face à Marseille qui a été cataclysmique. Là-dessus, ça, c'est indéniable. Voilà, faut rendre ça. Warren qui a fait une interview là récemment qui a dit qu'il fallait qu'il se ressaisisse, en fait que le problème venait de lui. Il a réussi à admettre ça, j'ai trouvé ça bien de sa part, et qui disait qu'en fait ce problème, Je pense que c'est mental le problème de Warren. Les qualités, il les a. On sait de quoi il est capable. D'ailleurs, Luis Enrique adore ce joueur. Il l'avait dit l'année passée que c'est un joueur très intelligent, qui arrive à compenser par ses déplacements. C'est pour ça qu'il le met d'ailleurs à plusieurs postes. Ouais, bien sûr. Parce qu'il dit que c'est un joueur qu'il aime beaucoup. Donc je pense que c'est surtout le mental. Il a ici Le statut, le salaire aussi. Il a un salaire énorme. Il a 9 ans. En fait, on oublie de. Il fait sortir les jeux présents, le jour revient plus. Parce que c'est la vie. Avec son salaire. Faut pas oublier. Ouais, bien sûr. Mais il y a pas, je crois qu'il a passé son bac, il a eu une copine, il a plein d'argent. Enfin, la sollicitation. Ça s'appelle Marseille. L'équipe de France. Pardon? Sa copine s'appelle Marseille. C'est une blague de famille. C'est pas une blague, je te jure. Va faire checker. Si l'autre il fait rien pour se faire Fais le fact-check. J'ai vu que sa copine, son nom de famille, c'est Marseille. J'espère qu'il lui tire les cheveux comme il faut parce que. Non, ouais, là par contre, je suis désolé, non, respect aux familles et aux enfants, tout ça, on s'excuse. Mais comme Johan Neves et Cucurella à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, exactement pareil. Et donc, du coup, et ton top, Yanis? Je mettrais les latéraux, nos latéraux, parce que je pense qu'on a la meilleure paire de latéraux du monde. Pour moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Ouais. Donc nos latéraux, Joao Neves qui a été exceptionnel avant sa blessure, mais qui nous a sorti des matchs assez énormes. Clairement. Face à Toulouse, qui est match contre Toulouse. Ouais. Mais je me demande si c'est pas le plus beau triplé que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Ce qui est ouf, de retourner une frappe à 20 mètres. C'est sûr, Kurzawa, il peut pas enlever Kurzawa du plus bel triplé. J'étais sur un match qui c'est impactant. Mais ça n'est plus rien, c'était un truc de ouf, les mecs. Je me demandais ce que j'avais fumé avant de rentrer dans le stade. Vraiment, j'étais là, gros, et qu'est-ce qui s'est passé? Levin nous a fait des beaux. Lévin, quoi. Ah ouais, Lévin. Incroyable, putain. Ok, d'accord. Vitinha aussi, Vitinha qui attends, je passe à finir. Mais tu me demandes là, Cédric, allez. Et c'est vrai que Vitinha, c'est incroyable. Il continue à performer malgré tout ce que l'équipe a vécu. Je pense que c'est un des titulaires avec Hakimi, forcément, Nuno Mendes qui joue le plus là, ces derniers temps sans se blesser. Avec Pacho, peut-être alerte contre Auxerre. Oui, mais malgré tout, Zidane a fait les éloges de Vitinha. Alors, que Joao Neves et Vitinha, c'était 2 des 3 meilleurs milieux de terrain du monde. Donc c'est vrai que quand Zizou dit des choses comme ça, après je pense qu'il a la tête sur les épaules, il prendra pas la grosse tête vite. Non. On a parlé de départ aussi, on a parlé de Madrid qui était intéressé
par Viti. J'espère que lui aura la foi pour rester au Paris Saint-Germain. Bonne chance au club qui va déloger un joueur au PSG. C'est après ça. Son centre en transfert, Si je vais partir après, il ira sans contrat comme notre ami, c'est vrai. notre ami déchu. Parce qu'il y a Pour le numéro 9. beaucoup de prolongations qui vont arriver, beaucoup de prolongations qui vont arriver. Justement, là, l'équipe demain va en parler. Donc d'une possible prolongation pour Dembélé, et ça va être un salaire assez conséquent. La même chose pour Fabian Il Ruiz. y avait eu Hakimi l'année dernière, il y avait eu Pacho, ça va venir aussi. Mendes. il y avait il y avait Mendes, effectivement. On sait que les joueurs au PSG sont. Et puis surtout que le projet de base, forcément, c'était de ne pas surpayer les joueurs. Sauf que la Ligue des Champions qui est arrivée, la valeur marchande des joueurs, elle augmente. Donc je pense pas que les dirigeants l'avaient prévu ce coup-là. Donc il y aura peut-être des prolongations surprises à faire, à voir avec la politique du club. Ça va être une... Ouais, mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est dans ces moments-là que tu vois, est-ce qu'on est arrivé au statut de grand club ou est-ce qu'on est toujours à certaines ébauches et qu'on fait encore quelques erreurs, tu vois. Je pense pas qu'on arrivera dans les mêmes sphères qu'avant en termes de budget et tout ça pour les salaires. Puis même pour Vitinha, je pense pas qu'il ce soit un joueur qui soit fondamentalement intéressé par le projet du Real Madrid aujourd'hui, sachant que le PSG c'est la meilleure équipe d'Europe. Est-ce que le PSG peut clairement s'aligner sur les prétentions salariales d'un joueur comme Vitinha? J'ai du mal à croire. Je pense que c'est une grosse fake news. En tout cas, il y a un intérêt, mais je ne pense pas qu'il soit si réciproque que ça. Là. On verra. Bah, j'espère de toute façon qu'il restera, moi, toute sa carrière. Ce joueur, je l'adore. Enfin, de toute façon, les trois au milieu de terrain. Ah oui. Après, si effectivement Fabien Ruiz s'en va, qu'il prend sa retraite, il faudra aller chercher quelqu'un comme Pedri ou un joueur. Il y a temps avant qu'il prenne la retraite. Quelques années. 29 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, il a encore quelques années. Quelques années. Et toi, Faux, du coup? Top et flop? Bah moi mes tops, j'aurais dit un peu comme Yanis, mais je vais insister plutôt sur Nuno Mendes, qui surtout sur les 2-3 derniers matchs, là il a encore monté encore plus en puissance. Ouais. Je pensais pas que c'était possible, mais si. Ouais. Apparemment il en a encore sous le capot. Et je pense qu'il n'est pas encore, on va en reparler, mais je pense qu'il n'est pas à son maximum. Hein. Bah c'est ça, et on verra la longévité qu'il a. On va pas faire des plans trop dans le futur, mais là son niveau actuel, c'est vraiment du très 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 haut niveau de la latérale gauche au niveau mondial. Donc je le mets en top. Et puis dans mes flops, j'aurais pu mettre Warren, mais j'ai envie d'être patient avec Warren plus. Du coup, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais malheureusement dire Lucas Chevalier, que j'ai obligé de mettre en. C'est pas un énorme flop, mais pour moi, la Super Coupe, il a deux doigts de nous la faire parce que le but, il se rattrape. On va parler. On parlera de ça. Il chauffe sur Chevalier. Là, il chauffe. Moi, je vais défendre l'autre. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je dis que c'est un petit flop. C'est parce que j'aurais pu dire aussi Barcola, qui me déçoit quand même. C'est un plus gros flop. Ouais. Mais tu vois, moi, mon flop, ça aurait été Gonzalo Ramos, tu vois. Où vraiment, je savais qu'il y avait des difficultés quand il était titulaire. On l'a vu l'année dernière. Mais là, c'est vraiment. Et puis en plus, le truc, c'est qu'on a joué contre des équipes de bas de tableau là en début de saison. Il a vraiment eu de la place. C'est pas, il y avait la concurrence. Tout le monde était blessé. Et un joueur, en fait, à la limite, tu vois, un attaquant comme lui, il a des occasions, il rate. Bon, là, le problème, c'est qu'il a même pas d'occasion, c'est qu'il s'en procure même pas. Il est même pas dans le jeu, quoi. C'est un fantôme, le mec. Gonzalo Ramos, il a ce problème que on va dire quand on domine les matchs, il est dans le système de Luis Enrique et c'est pas l'attaquant qu'il faut. Et par contre, quand il rentre dans les matchs avec des défenses peut-être des fois un peu plus fatiguées, ou en tout cas ou dans des matchs où même on doit revenir au score, où on n'a pas la même emprise sur le match, là il est utile parce que Barcelone. Des mini-occasions, il va te les créer, il va te les mettre au fond, il va pas lui enlever l'efficacité. Comme l'année dernière aussi, Manchester City aussi, il rentre. Mais c'est pour ça, moi je comprends que tu le mettes en flop, mais moi je m'attendais pas à plus de lui, donc c'est pour ça que Je t'attendais pas à plus, mais combien il nous a coûté aussi? On l'avait acheté combien? 80, je pense, de mémoire, ouais. Mais après, dans le marché actuel, les attaquants, quand tu vois des Isaac, quand tu vois les attaquants, ça s'en mord les doigts. Hein. Recrutement à 500 millions, ils s'en mordent les doigts là. C'est Hugo qui est parti de Francfort pour Liverpool aussi. Alors, on va peut-être parler de ça parce que c'est quand même assez mal. Tu vois, on l'a lâché combien à Francfort? Pas chez nous, je crois. Pas énorme, ça. Mais bon, en même temps, il ne jouait pas chez nous, donc. Mais bon, tu vois, encore une fois, heureusement qu'on a changé de gestion parce que c'était vraiment catastrophique. Hein. Je pense qu'avec le PSG de Luis Enrique, j'aurais bien aimé voir. Ekitike, je pense. Aussi, voir enlever son maillot et faire le. Bien vote. Oui. Quel champion. Non, mais c'est vrai que. Non, mais il en moule plus au Cédric qu'on baptise. Je pense aussi. Je suis pas sûr. Je pense aussi. C'est un joueur technique. Ouais, il a daté. Ouais. Je pense que ça aurait pu marcher. Peut-être pas titulaire à tous les matchs, mais. Non, en rotation, meilleur que Ramos, je pense. Tu vois un 9 pivot avec Luis Enrique, vous voyez. Non, mais il est pas vraiment pivot, Hugo. Je trouve qu'il est.
c'est un peu la taille qui fait défaut dans ce sens-là, mais il a quand même du ballon au pied, il a une petite accélération quand même. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Donc en fait, on va faire un petit bilan là du Paris Saint-Germain pour l'instant qui n'a qu'une seule défaite en championnat, le match contre Marseille. Et puis sinon, on a eu un ensemble de victoires avec un match nul au dernier match contre Lille. On va rappeler quand même les circonstances, le début de saison du Paris Saint-Germain qui n'a pas eu de préparation physique. Non. Seulement 3 semaines de vacances. Ce qui enchaîne, ce qui est dû en fait à l'ensemble des pépins physiques d'énormément de joueurs du Paris Saint-Germain, notamment la ligne d'attaque. Est-ce que on a vu effectivement le Paris Saint-Germain à 50%, qui est quand même premier du championnat et qui écrase ses adversaires sans forcer. Est-ce que vous pensez que la Ligue 1 est trop faible pour le Paris Saint-Germain et même pour un Paris Saint-Germain diminué en termes d'effectifs et qui n'appuie pas sur le champignon en Ligue 1? Pas de Yanis. Pas tant que ça. Regarde le classement, Marseille sont à 1 point, c'est ça? Mais ouais, 1 point. Le classement est super serré. Je trouve que les autres équipes profitent bien du fait qu'on n'ait pas eu de préparation. Mais moi, je vais te dire, moi je m'attendais à bien pire au niveau du début de saison. C'est pour ça que pour l'instant, je suis bien content. Ah oui. Moi, je m'attendais à un début de saison comme celui de l'après-Final 8 où ça a été catastrophique. On perd aussi contre Marseille. Et on perd déjà contre Marseille à l'époque. Mais je trouve que par rapport à l'attitude, on arrive à garder nos plans de jeu. Je suis plutôt content parce que je m'attendais à bien pire. Et puis également, on n'a pas trop attrapé la grosse tête non plus. Donc, mais donc pour toi, la Ligue 1 n'est pas trop faible pour le Paris Saint-Germain? Après, on rentre sur un débat éternel, Super League, pas Super League. C'est vrai que ça nous a pas aidé auparavant parce qu'on manquait de rythme sur certains matchs. Dès lors qu'on devait démarrer un 8e de finale de Ligue des Champions, on était un peu aux fraises. Je te dirais, cette année, c'est un peu deeper dans le contexte, mais au global, c'est vrai que ça c'est très fragile quand même. Enfin, on a oublié aussi de parler des droits télé de cette année. Pour l'équipe très lumière, Ligue 1. Ah, mais bien sûr, parce que tout ça rentre en compte. Parce que forcément, je tape pas sur la Ligue 1, je pose juste une question. Ouais. Mais je pense que forcément la Ligue, enfin les restes des clubs de Ligue 1, même si je pense qu'il y a des clubs qui se rapprochent de nous, et je mets nos meilleurs ennemis marseillais dans le lot, qui se rapprochent en tout cas d'un niveau pour nous concurrencer. Peut-être pas sur toute la saison, mais sur des matchs ponctuellement, comme on l'a vu récemment, ou on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont fait un match solide aussi contre une faible équipe de l'Ajax. Mais ils ont fait un match solide contre le Madrid aussi. Hein. Ouais, aussi. Ils se font à moitié brûler aussi. Hein. Ouais, leur première mi-temps, ils peuvent s'en prendre. C'est les 25 premières minutes, ouais. Mais effectivement. Où je voulais en venir, c'est que je pense que c'est sur la deuxième partie de tableau de Ligue 1 qui souffre énormément des droits télé en baisse. Ouais. On voit une équipe comme Lorient qui a fait aucun transfert. Le Havre. Oui, l'année dernière, ils ont 500 000 euros. Mais c'est là où en fait, Godmer force, hein, parce que c'est ça. D'ailleurs, gros travail. Mais c'est ça que je pense qu'il y a un gros gouffre en fait qui est en train de se créer, je pense, entre vraiment les clubs qui ont besoin de ces droits télé et d'autres clubs comme Lyon pour l'instant ils sont un peu en train de remonter la pente au niveau financier, mais t'as Lyon, Lille, ils sont loin. Marseille, ils vont vivre. Financièrement, c'est compliqué toujours Lyon. Hein. Ouais, mais avec les bons résultats qu'ils vont faire cette année, est-ce que tu les vois tenir sur la saison? Moi je pense. Ouais. Il faudra voir comment ils enchaînent avec l'Europa League. Le petit Morton là. Mais bien sûr, mais faut rentrer. Non, mais c'est incroyable parce qu'ils sont en fait sur la saison. Moi, je les vois pas. Apparemment, des infos qui sortent, c'est que peut-être qu'en janvier, ils seront capables d'un peu aussi modifier encore l'effectif parce qu'ils ont énormément vendu. Ils nous font une Barcelone ou comment ça fonctionne? Non, mais ils ont coupé d'enfants leur masse salariale. Hein. Oui, absolument. Ils étaient endettés à combien? C'est des centaines de millions. Il y a aussi Eagle Group qui a réinjecté. L'autre. Mais là, t'en viens à parler de gestion de budget, etc. À un moment donné, oui, la Ligue 1 est faible, mais on va pas non plus avoir les effets négatifs du fait que plein de clubs soient gérés à l'envers. Regarde Montpellier, regarde, on va avec payer. Exactement. C'est le débat sur la Ligue 1, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Tu vois, t'as l'Atalanta qui vient en Champions League, ils se sont pris une valise au Parc des Princes, on n'avait pas tous nos titulaires là. Donc tu vois, la Ligue 1, je suis pas sûr que ça soit vraiment un si gros fossé par rapport à d'autres équipes qu'on aurait dans d'autres championnats. On va voir les Leverkusen là, je pense qu'on les joue en Champions League dans pas longtemps. Je pense qu'ils vont se prendre la même valise pareil. Je pense pas, tu vois, à part peut-être la Première Ligue, il y a quelques clubs comme ça intéressants là, mais je pense pas qu'il y a un si gros écart par rapport à d'autres. Ouais. Ok. Moi, le début de saison il est un peu bizarre quand même parce que
ma lecture, j'ai l'impression qu'elle est biaisée à cause de Barcelone. S'il n'y a pas Barcelone, qu'est-ce qu'on a? T'as Toulouse où c'est porte ouverte. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Les deux côtés. S'il n'y a pas T'as Barcelone. Auxerre qui courbe le dos dès la première minute. Lille fait un peu ça aussi. Je pense qu'ils ont vu les matchs contre Barcelone aussi. Ils ont eu peur de s'en prendre une valise malgré que ce soit l'équipe à prime qui soit alignée. Donc c'est un peu bizarre et j'ai du mal à comprendre parce que le PSG effectivement joue super bien collectivement, n'a pas forcément la force de frappe qu'ils auraient. Mais je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, tu les mets en Bundesliga ou en Serie A, par exemple, on n'aurait pas le même genre de résultat contre, on va dire, la 7e place jusqu'à la 18e dans chaque championnat. Là. Mais alors, bon, ça c'est un débat aussi qu'on peut faire plus largement. Comment est-ce que tu expliques que les clubs français, en fait, chaque année, ils se prennent des valises en Coupe d'Europe? Ouais, À part peut-être l'année dernière où c'était un peu l'exception, on a vu des beaux matchs de la part des clubs français, mais globalement, en Europe, on est inexistant, quoi. Bah, tu as deux clubs en gros qui font ça, c'est Nice et Rennes. Quoi. Chaque année, c'est la même affaire, mais Marseille, Strasbourg, Marseille, on peut les compter. Hein. Marseille, on pouvait les compter, oui, forcément. Mais tu vois, Lille, Monaco, c'est des équipes qui essayent de manière générale à investir, qui priorisent le aussi, effectivement. C'est vrai. Donc non, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Mais globalement, mais par contre, Mais après, Lolo, j'ai envie de te dire, là où tu vois la santé d'un championnat, c'est pas forcément en Champions League, c'est en Europa League. C'est là où tu vois vraiment la santé des clubs médians. Et en Europa League, on est aux fraises depuis bien sûr. toujours. Donc pour moi, ça, c'est un vrai indicateur du fait que finalement, en Ligue 1, moi, je trouve qu'il y a quand même un fossé qui est assez conséquent. Et ça peut être une vertu aussi des droits télé. Là. Moi, il y a le problème des droits internationaux qui va seulement en club européen. Donc, en fait, dès que tu es en Europe, tu as cette prime-là d'avoir un peu plus de cash. Mais vu que ça sera moins fort que par le passé, peut-être que les clubs français auront envie de faire un plus grand parcours en Europe. J'espère. Tu vois Lille, par exemple, ou quand tu vois Lyon, là, je pense qu'ils ont un tableau qui est vraiment ouvert et peuvent aller loin en Europa League. Strasbourg, ça va bien. En Conference League aussi, ils peuvent faire un beau parcours. Là, ils sont un peu mauvais. Strasbourg. Oui. Ouais. On va pas parler d'investissement. Blue Sky. Je crois que c'est la première fois qu'on a un si petit écart avec l'Allemagne. Ah ouais? Et un si gros écart avec la Hollande pour la place à l'UEFA. Ah ouais, parce que franchement, l'Ajax, le match contre Marseille, c'est catastrophique. Hein. Après, oui. Ça fait quand même 2-3 saisons que l'Ajax, ils sont vraiment durs. Hein. Ils repartent pas zéro, mais ils repartent avec beaucoup de jeunes. Ouais. Un peu des nouvelles choses. Mais c'est comme je voulais rebondir aussi sur l'Atalanta. On prend un Atalanta qui a changé de coach, qui était moins bon. Mais également, ça va être pareil. Leverkusen, ça va être pareil. Benfica, les gars, non, on joue Sporting, on joue pas Benfica. Non, Sporting. Ouais. On joue Mais Sporting, pareil, qui n'ont pas leur coach l'année dernière en milieu de saison. Ouais, bien sûr. Newcastle. Ouais, sur le papier, ça faisait peur ce tirage au sort, là, mais on commence à. On s'en sort pas trop mal. Mais bon, quand même, tu joues du bois. À chaque fois, on tire quand même des. Enfin, et ouais, j'espère qu'à l'année prochaine, ce sera quand même un peu plus. Petite Bodo Glimt avec ce magnifique. Ouais, c'est ça. Et du coup, la question que je voulais vous poser aussi, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir. On a vu que les circonstances du championnat sont un peu particulières cette année avec le Paris Saint-Germain, avec beaucoup de blessés. On a vu que Luis Enrique n'hésitait pas à donner sa chance aux jeunes, qu'il y avait beaucoup de turnover. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une vraie bataille pour le titre cette année? Moi, je pense que oui. Je pense que Marseille va faire la course avec nous. Je ne sais pas jusqu'au bout, mais une bonne partie. Parce que je pense qu'en Ligue des Champions, ils vont peut-être laisser des plumes, mais peut-être pas assez pour les fatiguer en Ligue 1. Parce qu'ils ont quand même espérons. Mais puisqu'ils ont quand même un effectif, notamment en défense, bon, même s'ils ont aussi des blessés en ce moment, mais ils sont bien renforcés en défense. Même au milieu, les petites retouches qu'ils ont fait, c'est peut-être devant où je trouve qu'ils ne sont pas non plus renforcés. C'est pas mal, hein. Le mec qu'ils ont pris là à gauche, c'est un bon joueur. Ouais. Mais je pense qu'ils ont l'effectif, en tout cas ils ont l'effectif et ils sont dans une dynamique pour nous challenger au max. Et globalement, moi, mon ressenti, c'est que moi, je vois que Marseille en concurrent un peu sérieux du Paris Saint-Germain. Monaco, c'est irrégulier. Changement de coach aussi, Monaco. Il change de coach. Après, je crois que c'est décidé. Enfin, c'est décalé. Adolphe, il est parti. Il a dit parmi les tartes morts. Excusez-moi. Je dit pour les intimes. Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je crois pas qu'il y aura de match pour le titre. Ouais, 7 matchs, 2 défaites déjà pour Marseille. Dithyrambique. Puis, il faut voir que les défaites, ils vont les chercher à Rennes et à Lyon. Ouais, à Lyon. Ouais. Ok, c'est des équipes correctes, mais en fait, les dernières années, c'est ça qui s'est passé. C'était pas le problème des confrontations, c'est les 16 autres matchs qu'il y a en Ligue 1. Je ne vois pas faire carton plein comme nous, on va le faire. Alors, attention, Marseille, c'est les mauvais résultats, c'est avant les recrues, avant Pavard et Aguerd. Hein. C'est ça. Ça change beaucoup de choses. Aguerd, il leur a changé beaucoup. Bien sûr, la stabilité en défense, même dans le jeu de tête, c'est pas la même équipe. Ça reste, c'est une équipe qui a été changée à quoi 50%.
Là, encore en ce moment, ça marche bien. Et c'est la phase honeymoon un peu après le recrutement. Est-ce que passer votre phase, ça va fonctionner? Je te dis, il y a souvent des honeymoon, comme l'année où ils étaient champions d'automne, d'ailleurs, ils nous avaient bien sablé avec ça. Et puis après, et puis avoir 2-3 polémiques, la commanderie. On est bagarre. J'espère que cette fois-ci, on pourra parier. Parce que j'étais un peu dégoûté. Hein. Franchement, j'aurais parié Jonathan Rowe. Non. Et toi, du coup, Yanis, tu penses qu'il va y avoir... Je suis pas sûr. Peut-être sur la première partie de saison, comme je le disais auparavant, ça peut nous titiller parce qu'il y a toutes les équipes auront de la fraîcheur, mais je pense pas que Marseille, que Lyon aient de l'effectif pour combiner Coupe d'Europe à la fois et championnat. C'est ce qu'on voit chaque année. Ouais. Donc je pense que sur la première partie d'année, on sera titillé. Mais sur la seconde partie d'année, je pense que ça va découler. Même s'il y a une continuité, même s'il y a une suite de blessures et que ça continue avec le pépin physique, vous pensez vraiment qu'on peut continuer à distancer le... Après, on parlait des pépins physiques. Moi, je trouve qu'il y a un côté positif. Tu en avais parlé une fois, Loïc. C'est que le fait qu'il y ait des 3, 4, 5 semaines d'indisponibilité, ça va permettre de faire des prêts. Attention à ça. Moi, j'ai entendu plusieurs joueurs professionnels qui te disent qu'en fait, quand tu es blessé, tu fais des journées à rallonge et en fait, tu travailles encore plus que quand tu es apte. Donc, en fait, tu te reposes pas, en fait. Ok, peut-être qu'effectivement, je fais confiance à Luis Enrique et à son staff pour ça. Je pense qu'ils vont très bien gérer ce moment. Je pense que les joueurs vont revenir dans de meilleures conditions, effectivement. Mais il faut pas penser qu'ils sont en vacances et qu'ils se reposent. Non, bien entendu, mais je te parle au moins de faire une vraie préparation, de faire du foncier, refaire des choses comme ça. Moi, je pense vraiment qu'on va être comme l'année dernière, finalement. Là, il y a eu jusqu'au mois de janvier, c'était difficile. Puis au mois de janvier, ils sont vraiment arrivés sur un autre rythme. Il y a eu tout un changement d'état d'esprit qui est arrivé avec ça. Mais on les a vus vraiment être jusqu'à la finale de Champions League là, au top de leur physique. Et je pense qu'ils ont été préparés dans ce sens-là aussi, sachant qu'il y a eu la longue saison l'an dernier. Il y aura la Coupe du Monde. Et je pense que ça participe aussi à la préparation et physique des joueurs. Là, même si c'est au club du PSG, ils doivent avoir ça en tête quelque part pour les faire exploser au meilleur moment, c'est-à-dire mars-avril, puis les faire continuer sur cette vague-là. Donc oui, comme on disait Yanis, je suis d'accord avec toi. Là. On espère, et puis on a vu quand même que il y avait de la place pour aller rechercher une deuxième. Hein. Non, ouais. Et puis moi, ce que j'allais dire sur les blessures, c'est qu'il faut pas trop dramatiser. C'est que souvent, après les préparations, il y a toujours des blessures. Certes, cette année, on en a un peu plus que les autres équipes, mais on sait pourquoi. Ouais, bien sûr. Saison à rallonge. Bien sûr, on n'est pas les seuls. C'est ça, on n'est pas les seuls à avoir blessé. Et après des prépas physiques générales, c'est souvent le cas. Ouais. Et je pense qu'on en aura moins tout le long de la saison. Enfin, on l'espère. On croise les doigts. Mais je pense qu'on en aura moins. Parce que là, après la trêve, on parle de Gvara il a remercié le Paris Saint-Germain parce que il devait jouer contre Barcelone et contre Nice. Et en fait, ils l'ont préservé pour qu'il puisse faire son match. Ces 2 matchs où ils ont perdu malheureusement la Géorgie. Retour de Gvara, retour de João Neves, retour de Ousmane Dembélé. Marquinhos, ça va prendre un petit peu plus de temps malheureusement. Doué plutôt. Désiré Doué aussi. Dembélé, il y a encore, je pense, c'est plus au mois de novembre son retour. J'ai lu aujourd'hui qu'il serait dans le groupe normalement. C'est une super nouvelle. Donc après, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, il a manqué beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des matchs où ça a manqué de créativité. Ouais, clairement. Oui, c'est sûr que. J'aurais Neves. On va attaquer le morceau Barcola juste après. Ah. Et toi, c'est Chevalier, moi, c'est Barcola. Chacun sa fixette. Chacun sa bataille. Et du coup, les gars, rapidement, est-ce que vous pensez que les Titi parisiens sont suffisants en tant que remplaçants pour l'instant pour terminer la saison en tant que super sub? Vous pensez que ça le fait? Ou est-ce qu'il faut recruter rapidement? Je pense qu'il faudrait au moins 1 ou 2 retouches. Mais pour le reste, je ferai confiance à nos Titi, leur mettre du temps de jeu et évaluer à la fin de saison qui tu veux garder, qui tu veux prêter ou qui tu veux vendre. Ok, Yanis? Je suis pris entre 2 positions. La première, pour le moment, ça fait le taf, je trouve, au niveau des Titi. Ouais. Cependant, quand la seconde partie de saison va s'enclencher, j'ai un peu de mal de les voir remplaçants sur un 8e de finale. Quand le niveau va s'élever et qu'on va être en... Après, le match de Barcelone me fait dire le contraire, mais une fois que tu arrives, parce que ça, c'est des matchs de phase de ligue, une fois que tu arrives en 8e de finale, mentalement, c'est autre chose. Mais après, on a vu Kimpembe à l'époque qui avait explosé. Warren contre Dortmund. On a souvent des bonnes surprises à ce moment-là. Donc, à voir. Mais c'est sûr que 2 ou 3 recrues, ça ferait pas de mal. Par exemple, un certain Marnes Akliouche. C'est une famille. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah ouais, ça, si on pense il y a quelques semaines en arrière, là, quand on voit les blessures arriver en cascade, on commence à suer du front, là, puis à se dire oh, là, comment on va passer à travers ça. Et puis tu regardes 10 matchs, quoi, une défaite, un nul. C'est ça le bilan, je pense. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Non, on est tellement pire. Bien sûr. Puis c'est l'état d'esprit aussi. Les joueurs qui rentrent, on n'a pas vu ça, mais depuis très longtemps, mais avec une telle maturité. Aller à Marseille, c'était un petit peu la note là, négative parce que tu arrives dans ce contexte-là, c'est difficile de leur en vouloir. Mais par contre, le match d'après, Barcelone, ils arrivent à avoir cet état d'esprit qui est incroyable. Luis Enrique, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais pas si on se rend vraiment compte de ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire dans le mental des joueurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout une équipe de perdants. On est mené 1-0 à Barcelone avec une équipe bis et on arrive à renverser la vapeur. On gagne le match. Et on prend le contrôle du match en deuxième. On fait, vas-y, il n'y a pas à marquer sur un deuxième but. Il y a pas c'est la première fois qu'il le fait au Montjuic. Hein. C'est vraiment pas la première. On est mauvaise posture. Là, il y a 2 ans. Pedri qui disait ouais, il y a un esprit de revanche. Yamal qui avait ouvert ses fesses sur les réseaux sociaux, etc. Ciao ragazzo. Ouais, c'est ça m'a fait marrer. Et puis aussi les journalistes français qui ont dit qu'il avait été très très mal reçu à Barcelone, qu'il y avait vraiment de l'animosité envers eux. J'étais vraiment content. Qu'on commence avec la manière et avec les jeunes, c'était un régal. Ouais. Après, il y a quand même un joueur là qui est dans ce lot-là et qui n'a pas été blessé jusqu'à maintenant, c'est Vitinha. Puis je pense que c'est quand même un peu le facteur X, notamment à Barcelone, là, parce que c'est au moment où il est sorti un peu de l'eau qu'il a réussi à reprendre le contrôle du ballon que le jeu s'est équilibré, que pareil, il est reparti de l'avant. Donc on n'a pas encore eu cette blessure de Vitinha, de Gilles Bois. Mais non, mais pour répondre à ton débat, Phil, est-ce que aujourd'hui les jeunes sont suffisants dans la rotation là pour pallier aux blessures? Oui, peut-être avec Akliouche là pour nous amener un attaquant gaucher sur le côté droit. Ouais. Mais si Vitinha se blesse, qui va devenir notre numéro 8 de lancement, ce créateur là avec cette mobilité aussi, être capable de. Après, c'est extrêmement difficile d'en trouver des joueurs comme ça. Hein. Et de les faire venir pour te dire t'es le remplaçant de Vitinha et qui joue quasiment tous les matchs. Ouais, c'est un peu le même problème qu'on a en arrière droit avec Hakimi, c'est trouver déjà le bon profil parce qu'on sait que Luis Enrique il aime il aime que l'arrière droit il se projette un peu dans le milieu voire dans l'attaque et puis lui dire que tu auras que des miettes quoi. Et de lui dire que tu vas jouer peut-être 20 minutes par match. Bon messieurs, je suis désolé de vous couper mais il est déjà relativement tard. On va pouvoir enchaîner sur les focus des joueurs. Effectivement, on a tous faim. On va se le dire, on a pas de... Tu manges on a pas de pizza. Je sais pas encore. Laisse pas tranquille. Laisse me concentrer déjà. Najim à la régie nous a parlé de pizza. C'est ça. On l'embrasse d'ailleurs. Donc on va commencer par parler de Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola qui a fait un début de saison assez intéressant à la suite des blessures de certains titulaires et qui s'est assez rapidement éteint malheureusement, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du club pour l'instant, avec 3 buts. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Enfin, c'est-à-dire que on a vu que c'était un joueur qui pouvait être intéressant dans certains matchs, et on a vu aussi que il y a certaines phases de jeu où il n'a pas du tout progressé, notamment le 1 contre 1. Il y a une forme de nonchalance chez lui. Il commence à qui est vraiment flagrante, exactement. Là, il a eu la chance de pouvoir montrer certaines choses à son coach et aux supporters. Et finalement, c'est un peu un feu de paille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loïc, de Bradley Barcola du début de saison? C'est un peu comme à l'image de ses saisons passées, finalement. Là, je me rappelle de son embellie quand il est arrivé, je pense, et tout de suite. En termes de buts, derrière, il s'est transformé en passeur. Mais pour moi, c'est pas un playmaker, en fait, Barcola. Non, il est Gvara, il est un peu aussi dans cette dynamique-là. J'aurais bien aimé voir Gvara tout seul, sans Dembélé, sans Ndoué, par exemple, pour voir est-ce que ça peut être vraiment un leader d'attaque. Et aujourd'hui, on l'a ce truc-là, quand on a vu son but là quand il part du milieu de terrain. Oui, mais ça reste souvent des jeux tout seul. C'est pas un playmaker où il va transcender l'équipe pour faire ce jeu-là. Et Barcola, c'est un peu le problème. Barcola, il est vraiment très bon sur son côté gauche. Ouais. Quand tu lui donnes le ballon dans la profondeur, qu'il peut utiliser sa pointe de vitesse. Et dès lors qu'il arrive dans les 20 mètres, j'ai l'impression qu'il perd complètement son QI football. C'est qu'il arrive à faire de la récupération. Ça dépend. Dès qu'il arrive dans les 20 mètres, il perd. On dirait qu'il y a le cerveau qui dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Quand on joue des petites équipes, il arrive quand même à planter. Et dès que le niveau s'élève, qu'il y a un peu plus de pression, je sais pas ce qui se passe. Il s'en mêle les pinceaux. Où il est bon, c'est contre Barcelone, non? Il aura une. Barcelone, même sa face, ouais. Mais je crois que c'est contre ça. Il fait son bon match là où c'est lui qui met les 2 buts. Doublé, ouais. Donc là, oui, il fait face à Lille. Mais Lille aussi, pareil. Lille, on le sait en plus. Regarde, quand je peux.
Ouais, non, mais Quand je parlais juste avant de QI dans les 20 derniers mètres, c'est ça. on a tous vu l'action. Ne mentez pas, on a tous dit il va la manquer. Eh oui, mais en fait, il a toujours vu. T'es sûr? Non, j'avais un petit espoir. Tu sais, je m'étais dit, peut-être, il va l'enrouler, il va. Ce qu'il y a avec Bradley, c'est qu'il a sa. En fait, c'est sa conduite de balle qui est toujours comme ça. Et quand il marque le but, on se dit, bon, en fait, c'est qu'il joue le coup. Mais en fait, on se rend compte que sa conduite de balle est approximative. Et en fait, c'est des fois, il arrive à toucher le ballon avant le gardien, par exemple, et du coup, il y a but. Et comme contre Lille, sinon, ou quand c'est la longue conduite de balle, tu te dis comment il va la finir. Et en fait, des fois, mais 3 fois sur 4, ça finit banal. On peut se demander aussi, est-ce qu'il a pas un plafond de verre, ce joueur? Après, Il a 23 ans. Moi, j'ai encore de l'espoir, hein. Je pense qu'on a vu Dembélé se muer en buteur Et puis, à 27 ans. Tout est possible. avec les infos qu'on a eues de l'équipe de France, là, c'est qu'apparemment, il a une gêne depuis l'Atalanta. Moi, j'ai mes des doutes là-dessus. Alors, Est-ce que c'est pas une vengeance Alors, du staff de l'équipe de France pour reprendre la main? Mais vu comme ils se sont fait humilier. le PSG a quand même réagi en disant, enfin, ils n'étaient pas contents que cette info sorte. Tu faisais avec les radios. Qui montait. Après, je trouve, c'est vrai que l'info est surprenante parce que je pense pas que Luis Enrique et son staff l'auraient fait jouer avec une énorme blessure. D'autant plus. Mais on n'a pas eu le choix non plus. On a eu des retours de plusieurs joueurs qui disent qu'en fait maintenant, enfin cette année en tout cas, on écoute vraiment les joueurs quand il y a des blessures. Quand ils disent qu'ils ont des gènes, ils les font pas jouer. Ils prennent pas de risques. Donc ce serait étonnant. Mais est-ce qu'on a eu le choix? Parce qu'il y a eu beaucoup, Guevara, Dembélé, Doué. Barcola, c'était un peu notre seule touche offensive. C'est vrai. Donc est-ce qu'on a eu le choix vraiment? Parce que l'Atalanta, c'est quoi? Il y a 3-4 matchs? C'est Ouais, pas c'est si. Et ça se trouve, c'était juste une gêne et que là. Mais il y a peut-être ça qui pourrait expliquer le fait Je qu'elle. le sentais pas leader sur le terrain non plus. Non, c'est son comportement en fait. Mais non, j'ai envie de le secouer. Moi, j'en m'attendais à ce joueur. Quand tu te rappelles le penalty contre l'Atalanta, C'est le pire. plus il est le balayé. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il tire comme ça. Mais mec, tu joues à Son élan. Oh. rien n'est bon dans l'attitude, rien n'est bon. Il est là, il est tout, il est là. Et derrière, ce que ça dégage auprès des. C'est limite les Titi qui sont beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus investis, qui sont plus leaders que Mais quand Barcola. il marque, les gars, quand il célèbre. Enfin, frérot, t'as pas envie d'être sur le terrain ou quoi? Il célèbre, il est là, il fait oh, Mais c'est bon, c'est cool. Dès ses premiers 6 mois à Lyon, il avait déjà Oui, c'est vrai. Je pense que c'est son comportement qui est comme ça, malheureusement. C'est que donc, On parle d'une prolongation aussi pour Barcola. Moi, je suis pas contre le prolonger, là, que 23 ans. Bien sûr, il nous a rendu de fiers services. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il se réveille, hein, parce que il peut pas rester comme ça indéfiniment. La saison de l'année dernière, il a fini meilleur passeur d'Europe. C'était extraordinaire. Est-ce qu'il va réussir à le refaire une deuxième année? Je ne suis pas certain, je te le dis franchement la vérité. Il aura la concurrence de Guevara. Là, il y aura Guevara qui partira dans le 11 C'est ça. du temps. Mais moi, je pense que Barcola, c'est un joueur qui va peut-être exploser à 25 ans, 26 ans, un peu plus tard. C'est ça. Surtout avec un gars comme nous. Il faut être intelligent, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'avec Barcola, il ne sait pas trop où se situer. Tu sais, par exemple, la finale contre l'Inter de Milan, il rentre. Il veut tellement bien faire qu'il frappe à des puissances incroyables, il rate le but. Je pense qu'il a 2 grosses d'hôtel. Il fait la passe. Par contre, il fait la passe à Mayulu. Il fait la passe à Mayulu, effectivement. Donc, mais souvent, c'est ça. Ils ont l'impression c'est soit il en met pas assez, soit il en met trop. ouais. Mais il est jamais juste au niveau de ses interventions. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut arriver avec la maturité un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, on l'a vu pour Ousmane Dembélé. Et ça reste un bon complément dans notre effectif. Il a des qualités que d'autres n'ont pas forcément, surtout en vitesse. Oui, absolument. Il sait bien, enfin, dans les jeux de transition, il aime bien avoir le ballon dans la profondeur. C'est exactement le joueur qu'il nous faut. Ça reste un joueur qui est super utile pour le 11. Là, il est super bon en défense aussi. Il revient, il fait des efforts. Donc, Sans ça, tu vois, tu dis qu'il est nonchalant. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il est capable de te faire des retours de. C'est ça, malgré que soit nonchalant aussi. Il est pas les mètres surtout. Lui. Ça me fait ça, parce que il met un dernier net, c'est très bien. Oui, mais dans ses prises de balles, c'est vrai qu'on voit qu'il a la dalle un peu, mais bon. Ouais. Donc on va terminer avec Barcola. Un dernier mot peut-être, non? Plus rien à dire sur Non, je laisse qu'on a tout dit. Moi, je suis encore confiant pour Barcola. Je pense que il peut gommer ces petits trucs. Et Je suis d'accord. donc on verra. Je suis d'accord. Bon, bah, on va passer au morceau le plus appétissant, Nuno Mendes. Nuno Mendes qui était en difficulté pour prolonger l'hiver dernier et qui aujourd'hui est un joueur qui éclabousse de son talent la Ligue 1 et la Ligue des Champions. On a vu que maintenant il savait même tirer les coups francs. Enfin, il a mis un coup franc. C'est Roberto Carlos en fait. C'est complètement fou, c'est un lusophone. Ce que ce joueur est en train de nous proposer. On a vu que il avait quand même beaucoup progressé, notamment l'année dernière, sur l'aspect défensif où il pêchait pas mal. Est-ce que vous pensez que Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde en ce moment?
Bah, clairement, oui. Tu vois de En la ce moment, concurrence, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir en fait. J'en vois plein. Je pose la question, je suis candide, les gars. Moi, hein. Non, je pense que je le mettrais numéro 1. T'as qui derrière? T'as Alfonso Davies. Mais il est Il est blessé. blessé depuis un moment. Ouais, c'est Il est ça. blessé, ouais. Et tu sais, il n'y a aucun nom qui ressort vraiment en arrière-gauche. Je pense qu'en plus, c'est. Je suis en train de chercher. Tu savais, le latéral gauche de Milan, de l'Inter, comment il s'appelait Bah, j'aimais blond, beaucoup. là, J'aimais beaucoup Théo Hernandez. Comment il Ça s'appelle Lucas, mais c'est un peu, enfin, qui, ouais, extra sportif aussi. Et puis maintenant il est en Arabie Saoudite. Di Marco. Ouais, non. Il fait une belle saison l'année dernière. C'est à droite même lui, non? Non, c'est un gaucher. À gauche, ok. Il tire même le Mais pas du tout dans le même registre parce qu'il n'est pas aussi offensif ou en tout cas pas dans le même registre. Pas compliqué avec le style de jeu de Inzaghi, c'était compliqué aussi de se cacher. Aujourd'hui, en fait, qui est capable de tenir des gars comme Salah, comme Yamal pendant Il a énormément progressé défensivement. En termes de palmarès, il a mis tout le monde dans sa poche. Hein. Ah bah, c'est fou. Bah, avec le Portugal, Avec le Portugal aussi, effectivement. c'est fou. Mais Ouais. sa progression défensive, moi, c'est ça que je soulignais, c'est que C'est ça. on l'avait les qualités offensives quand il est arrivé au PSG. On le savait qu'il Il avait l'accélération, il avait c'est la ça. technique, effectivement. Mais Et de grosses lacunes. je trouve le point de bascule, c'est le match qu'il fait contre Liverpool où Salah il le musait complètement à Anfield. Ouais, on avait de gros doutes. Et on avait, ouais, moi le premier aussi. Et non, là, et il a répété ça récemment Alors, contre le Barça. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant avec Nuno Mendes, c'est-à-dire que il fait pas tout bien, mais il a tellement un coffre énorme et tellement un physique qu'en fait il arrive à se rattraper. On le voit quand il y a des pertes de balles C'est ça. ou des mauvaises passes. À chaque fois, il arrive à revenir sur l'attaquant. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour moi, hein, je pense qu'il est pas encore terminé ce joueur. Je pense qu'il peut encore progresser. Notamment dans l'orientation du jeu, des fois il tente des passes qui sont extrêmement difficiles. Donc je pense qu'il peut encore progresser. C'est un super joueur de foot. Est-ce que vous pensez qu'il pourra peut-être marquer l'histoire du football mondial? Oui, et surtout avec la Coupe du Monde qui va arriver, moi je place le Portugal favori. Des Nuno Mendes, des Vitinha, où je pense qu'il va encore plus exploser. Et par contre, le seul bémol que pourrait y avoir sur un joueur comme Nuno Mendes, je pense vu qu'il base pas mal son jeu sur le physique, ça serait une blessure qui pourrait. Il en a déjà eu. Ouais, mais qui pourrait bien le freiner, une blessure plus grave qui pourrait le freiner. Moi, c'est ma seule crainte que je vois dans l'évolution de sa carrière, parce que sinon, il fera une carrière on peut le comparer à un Marcelo du Real. Je pense qu'il fera une carrière où il sera dans les. Ça serait fou. Il sera dans les top arrière-gauche mondial. Il a les moyens de le faire, ouais. C'est ça. Ouais, il peut le faire. Je crois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, on va passer sur on termine en beauté par le sujet épineux. Lucas Chevalier, je sais qu'on a des idées un peu divergentes ici autour de la table. Un début de saison timoré pour l'instant. Je pense que c'est aussi un petit peu tôt pour donner un jugement définitif sur Lucas Chevalier, mais qui a fait de bonnes choses et aussi de mauvaises choses. Oui, entièrement d'accord. Je m'attendais à rien de moins de sa part. C'est vraiment un changement de monde complet pour lui. Ouais. On n'est pas allé chercher un top 3 mondial. On est allé chercher un joueur en devenir qui peut aspirer à être top 3 mondial, mais il n'a jamais connu ce genre de profil de match où pendant 90 minutes, en gros, il se gèle les doigts et puis tu as une frappe. Mon argument pour le défendre, tu me l'as piqué. Désolé. On fera front ensemble dans tantôt. Mais non, mais c'est ça. De toute façon, un gardien, c'est pas comme les autres. Même les autres postes, de toute façon, tu peux pas te permettre d'attendre d'un joueur qui surperforme après seulement quelques semaines dans le club. Chevalier, c'est un peu la même chose. Là, je vais l'attendre effectivement déjà au printemps, quand le match compteront un peu plus. Ouais. Mais là, le vrai révélateur, ça sera l'an prochain, après une vraie saison, après une vraie préparation, puisqu'il est arrivé, il a joué son premier match direct le lendemain. Oui, c'est vrai. En trophée, je sais pas trop quoi, j'ai fait une Coupe d'Europe. Donc voilà. Il y avait l'entraîneur personnel de Thibaut Courtois qui passait dans l'after et qui expliquait des choses hyper intéressantes, qui expliquait qu'en fait il y a une énorme évolution depuis que Chevalier est là dans le jeu au pied de l'équipe, et qu'en fait ça c'est comme vraiment un 11e joueur, plus de confiance. C'est de confiance forcément, dès lors que tu mets la passe en retrait, tu as plus confiance que Didio, même si Didio on l'aime beaucoup. Ouais. Mais effectivement ça laisse beaucoup plus de confiance pour les relances, pour les défenseurs. Moi je pense que c'est une assurance tout risque là-dessus. Ouais. Effectivement, alors juste avant, tu parlais du fait qu'il y a un changement de rythme. C'est vrai qu'à Lille, il est habitué à faire beaucoup plus d'arrêts, peut-être des 5, 6, 7 arrêts par match. Et puis là, maintenant, c'est différent. Il y a peut-être 2, 3 arrêts clés à faire avec une concentration qui doit toujours être là. Ouais. C'est très difficile de changer de registre, surtout quand tu as connu toute ta carrière ça. Moi, tout frais international aussi. C'était juste l'année dernière. Effectivement. Moi, je m'en fais pas pour Lucas Chevalier. Il a pu démontrer, il a des gros matchs références l'année dernière, il en a eu. Et puis on voit qu'il y a des axes de progression. C'est pas comme si on voyait que c'était
Et puis même, il y a l'argument des pros, entre guillemets, Donnarumma, même si j'adore Donnarumma, mais il suffit de voir ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'Italie. Aïe, aïe, aïe. Ouais. La vérité, tu vas peut-être regarder la Coupe du Monde à la télé aussi. Hein. Ils sont mal d'affilée peut-être. Ils sont mal barrés. Ouais, ça serait dramatique. Ouais, bah d'ailleurs, il coûte le match encore Donnarumma. Hein. Comme quoi, Chevalier, hein. Ouais, bah on verra. Mais il nous en coûte aussi. Mais... Non, J'espère sincèrement qu'il prendra la place de Maignan, Chevalier. J'en veux plus de moi, Maignan, il me fatigue. Ne passe pas la parole à Flo. Ah ouais. Du coup, Flo, mais ça prouve, on va se rassurer. Non, après, moi je vous rejoins sur beaucoup de points parce que c'est fou, c'est sûr qu'il a complètement changé comment on joue avec le gardien balle au pied. Tu sais, on le voit il y a beaucoup plus de jeux en arrière et même Chevalier monte haut sur le terrain, ce qu'on pouvait pas faire avec Gigio, ça c'est sûr et certain. Par contre, ce que je reproche, c'est que en fait, les buts qu'il prend, la plupart c'est des boulettes. Ou Lille, je la compte pas comme une erreur. Non, le coup. Lille, c'est juste qu'il peut avoir la main ferme, mais ça, c'est plus une. C'est gêné en plus. C'est plus une. Encore une joueur. Et ça, pour le coup, Gigio nous faisait les mêmes. Enfin, il nous a fait les mêmes des fois en Ligue des Champions. Et il nous a fait aussi des boulettes. T'sais. Je vais en pas réécrire l'histoire. Mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est que, en fait, elles sont très peu espacées. C'est que là, sur les 3-4 premiers matchs, je vous parlais tout à l'heure de la Super Coupe d'Europe. Dans le match, il fait. Mais oui, c'est ça. Il fait la boulette dans le match. Ça montre qu'il a un talent déjà solide. C'est ça. Et même, je sais plus c'est quel match là, récemment où il fait une boulette dans le match et pareil derrière il nous sort 2 arrêts. Marseille. Non, parce que si, c'était trop Marseille parce que Non, mais je vois de quel match tu parles en plus. il y a un autre match où on a fait une petite erreur et par contre derrière il est impérial. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai mis dans mes flops parce que je pense qu'il peut aller encore plus haut que où il est. Et moi je lui souhaite. Bien sûr. Je suis pas du tout un anti chevalier. Au contraire, ça a l'air d'être un super gars. Ouais. C'est un gardien français. J'espère aussi le futur gardien de la sélection, même si on aime bien quand même Mac Maignan. C'est un Titi aussi, donc on va pas l'oublier. Ouais. Mais moi, c'est juste que je voulais souligner et on espère qu'il gomme ses petites erreurs et que. Ok, donc globalement, en fait, on est un peu tous d'accord pour dire que c'est un très bon gardien qui a fait des erreurs, mais on a tous des motifs d'espoir quand on voit ce qu'il est capable de faire, le mental qu'il a. Tout à fait. Ah, puis je pense que de toute façon, il arrive, il va être plein de confiance. Tu as le champion d'Europe, le gardien, le trophée Yacine, il est là et on t'appelle pour le détrôner quand même. C'est incroyable. Ah ouais, bien sûr. Donc, c'est sûr que ça met un surplus de pression. Et puis quand Donnarumma arrive, il est champion d'Europe aussi. Hein. Il vient de gagner l'Euro, faut pas l'oublier. Hein. C'est des statuts différents. Hein. Oui, c'est ça aussi. Mais c'est plus en fait que des fois aussi, et peut-être que des gens qui vont penser comme moi, c'est peut-être que tu te dis on a perdu Donnarumma. Qui en tout cas. Mais c'est les gens. Oui, du l'exemple là, parce que ils ont vraiment en retard. Ouais, bah oui. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai autant de cheveux blancs. Hein. Non, mais c'est sûr que Donnarumma il nous en a fait aussi, mais c'est plutôt que c'est sûr qu'il commence à être un gardien assez fiable dans les grands moments en tout cas, et je pense que il l'a montré encore avec l'Italie là, hein. Toujours très très fiable. Là. En fait, c'est le problème de Donnarumma, c'est que je pense qu'il fait des erreurs dans les matchs qui très cher sur le long terme. J'ai plus confiance en Chevalier que Donnarumma. On verra. Moi aussi, je pense qu'il peut plus se défendre. Il y a une plus grosse marge de progression Chevalier que Donnarumma, ça c'est sûr. Bon messieurs, l'heure tourne. Je vais être le moment de se séparer. C'était un moment, ça passe vite. Un moment très très agréable. Vous m'avez invité. Je voudrais remercier Najim à la régie. Bravo. Bravo Najim. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner au compte du PSG Club Montréal sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Voilà. Un dernier mot pour la fin, les gars. Vendredi, Strasbourg, c'est ça? Ouais, vendredi, Strasbourg. À l'Union. Ça va être costaud, n'empêche, le match face à Strasbourg. Match à l'Union. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas de vous déplacer. On sera là. Je pense. Même juste après. Et les Leverkusen absolument dans la foulée. Voilà. Je ferai l'animation. Voilà. Mais je serai pas. Exactement. Bon bah du coup, on se dit à bientôt. Et puis bah ici c'est Paris les gars. C'est pareil. Bye bye. Gueule. Salut. Salut.